Bonjour et bienvenue pour cette leçon un petit peu particulière puisqu'elle va se dérouler en vidéo. Vous aurez toutes les consignes suivantes pour faire les exercices que je demanderai. Alors nous sommes toujours dans le thème 2 qui s'intitule Société, Église et pouvoir politique. Donc, rappelez-vous, nous avons vu en chapitre 1 le pouvoir des seigneurs dans la seigneurie, en chapitre 2 la naissance d'une société urbaine avec l'apparition des villes, et nous avions fait l'apparition de l'expansion des villes et le pouvoir de plus en plus grand au niveau commercial que prenaient les villes occidentales. On avait pris le cas de Montpellier. Et là, nous allons voir un sujet politique avec comment l'État monarchique français est-il organisé au Moyen Âge. D'où le titre que vous avez ici, Grand 3, l'affirmation de l'État monarchique sous les Capétiens et les Valois. Vous pouvez à tout moment dans la vidéo faire pause pour pouvoir noter tranquillement les titres et les traces écrites. Alors, la leçon 1, on va voir que cette dynastie dont on va parler, la dynastie des Capétiens, a au début une certaine faiblesse et a du mal à affirmer son autorité royale. Donc la question va être, comment une nouvelle dynastie s'impose-t-elle dans le royaume de France? Alors on va commencer par faire connaissance un petit peu avec cette dynastie et un de ses fondateurs. Donc vous allez vous munir de la fiche que je vous ai envoyée sur École Directe et sur l'espace de travail pour pouvoir faire le premier exercice ici avec le premier texte qui est la connaissance. On va connaître un petit peu mieux le premier de ces rois de France, Hugues Capet, et voir d'où il vient, d'où il sort et comment il devient le premier monarque du royaume de France. Donc évidemment cette fiche sera à compléter et à me renvoyer afin que je vérifie si le travail a été bien fait. Donc nous pouvons du coup noter dans la trace écrite, et c'est vous qui allez le faire, donc en 987, le duc Hugues Capet a été choisi pour être couronné roi de France. Il donne naissance à la nouvelle dynastie des... Vous aurez à compléter, puisque je ne veux pas vous donner la réponse à une des questions de la fiche. Du coup, on va pouvoir observer la puissance et le pouvoir du roi de France, du roi des Français, du premier monarque. Eh bien, surprise, quand on regarde le royaume de France aux alentours de l'an 1000, c'est-à-dire au moment où Hugues Capet prend le pouvoir, est choisi pour être le roi des Français, donc on remarque la première chose, un territoire français beaucoup plus restreint que ce qu'il n'est aujourd'hui, et surtout le domaine royal, c'est-à-dire en gros le fief du roi de France, les terres qui appartiennent au roi de France, qui sont assez limitées par rapport, regardez, aux différents fiefs des grands seigneurs du royaume, qui ont d'immenses terres, d'immenses fiefs, et des pouvoirs locaux extrêmement importants. Vous pensez au comte de Bretagne, ou au comte de Toulouse et au comte de Barcelone, qui dominent une grande partie du sud du territoire. Et face à ça, le roi, son petit territoire ici, dont la question va être comment peut-il imposer son autorité, son pouvoir, en ayant si peu de territoire en quelque sorte. Donc, on va noter cette constatation-là, et ensuite on ira un petit peu plus loin. Donc, les premiers Capétiens sont des rois faibles. Effectivement, leur autorité se limite au domaine royal, qui est un territoire réduit qui s'étend de Paris à Orléans. Dans ce territoire, ils appliquent leur justice et lèvent les taxes, comme de véritables seigneurs. Dans le reste du royaume, ce sont les autres grands seigneurs qui sont les vrais maîtres des terres et qu'ils ont reçus en fief. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu, ce système féodal. Donc pour prendre des décisions, le roi est donc obligé de convoquer la cour composée de tous ses grands vassaux, et c'est ensemble qu'ils décident du destin du royaume. Donc, une définition à noter, le domaine royal, terre que le roi se réserve et qu'il ne donne pas en fief. Mais elle est extrêmement, comme vous l'avez pu le remarquer, extrêmement limitée. Donc malgré tout, le roi est tout de même une personne importante dans l'esprit des Français. Il est, comme on dit, le lieutenant de Dieu sur terre. Il a quasiment des pouvoirs divins. Même si ses possessions, vous l'avez vu, sont extrêmement petites et limitées, son autorité morale est incontestée. Et c'est justement la cérémonie du sacre, cette
cet immense temps où le roi va être couronné, cette cérémonie du sacre qui donne du poids, de la puissance à cette autorité royale, à ce caractère divin que revêt le monarque. Donc, deuxième exercice que vous aurez à faire, c'est ce texte à lire sur la cérémonie du sacre et les questions, 3 questions sur ce texte. Vous y répondez, n'oubliez pas cette fiche, est à me rendre. Donc, pour aller un peu plus loin dans cette cérémonie du sacre, eh bien, on peut observer des objets, les objets du sacre, ce que le roi revêt au moment où il va devenir le premier souverain et le monarque de tous les Français. Eh bien, ces objets du sacre sont conservés dans la basilique Saint-Denis, basilique qui est la nécropole des rois, là où les rois sont enterrés. D'ailleurs, Hugues Capet est enterré à Saint-Denis. Ils sont transportés ensuite, ces objets, à Reims, le lieu où le roi est couronné, et ces objets sont d'une grande finesse, souvent en or, en ivoire, et quelquefois, comme vous le voyez ici, incrustés de pierres précieuses, tout ça réalisé par ce qu'on appelle les meilleurs orfèvres du royaume, c'est-à-dire les meilleurs artistes qui traitent l'or, qui traitent l'argent, qui traitent les métaux précieux, pour donner ceci. Donc, à partir de ces objets-là, troisième et dernier exercice de la fiche, vous allez me les classer en 3 catégories. Ici, des objets à fonction politique, des objets à la fonction religieuse et des objets à la fonction militaire. Donc, vous me les intégrez, ces objets, dans la colonne adaptée. Donc, pour terminer, on va pouvoir noter ceci. Ce que je disais, le roi a une grande autorité morale. Il est sacré dans la cathédrale de Reims au début de son règne, ce qui fait de lui l'élu de Dieu. Il peut aussi compter sur l'appui du clergé, c'est-à-dire des grands évêques du royaume. Et de plus, il n'est le vassal de personne en France. Et les grands seigneurs du royaume sont ses vassaux. On respecte le roi comme on respecte Dieu. S'ils lui désobéissent, il est en droit de leur confisquer leur fief, comme on l'avait vu. Donc, vous notez ceci, ainsi que la définition du sacre qui fait d'une personne un souverain respecté. Donc, pour terminer, cette petite frise chronologique là aussi que je vous enverrai, que vous allez découper et coller sur votre cahier, où vous allez intégrer bien ce premier roi de France, le roi de la dynastie des Capétiennes, qui règne de 987 à 996. Dans cette frise, vous suivrez un petit peu cette frise politique sur les grands événements politiques du Moyen-Âge, nous suivra tout au long de ces leçons. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, prochainement, pour la suite de la leçon, avec la leçon 2 que je vous ferai parvenir plutôt en fin de semaine. Au revoir.